Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue pour cette conférence. On va parler aujourd'hui d'infrastructure et donc d'infrastructure mais cloud, et on va vous expliquer en première partie, donc avec Thibaut Desmarais qui est le directeur technique de Vortex, toutes les couches basses qui nous ont permis de mettre en place une infrastructure cloud. Et puis on verra en deuxième partie de présentation comment on se sert en fait de cette infrastructure cloud pour développer un nouveau service qui est de l'IDaaS, donc l'Identity as a Service. Donc on définira tout ça. Quelques mots rapides sur la société Vortex. Donc nous sommes une société à la fois une société de service et un éditeur open source. On fournit donc tous les services classiques de l'expertise technique, de l'audit, de la formation, de la R&D, et puis on fait de l'édition où on fournit des solutions comme WSuite qui est une solution collaborative, Wapla qui est notre solution de cloud, et puis WIDaaS, donc on va présenter en fin de présentation. Et puis comme vous le voyez, on est partenaire notamment de Red Hat, également Bluemind, OmniOffice, Collabora. On est répartis un petit peu partout en France, principalement à Paris et puis dans certaines villes. Et voilà, on a à peu près 5 ans d'ancienneté, et puis on est en croissance et en bonne forme. Voilà pour cette présentation rapide. Je vais laisser donc la parole à Thibaut Desmarais, qui est donc le directeur technique et qui va vous présenter la partie infrastructure. Alors, côté infrastructure, on est parti du principe que toute notre infrastructure était orientée pour le service. En gros, on propose des services hébergés, et donc toute l'infrastructure devait répondre à cette problématique de segmentation et cette problématique de mettre à disposition un service qui ne doit pas être impacté par ce qui va se passer sur nos couches basses. Donc en fait, comme on est une société qui fait de l'open source et qui vit et qui donne son énergie à l'open source, on a décidé de partir sur CentOS, CentOS Stream, sur nos couches basses. Ce qui a créé beaucoup d'émulsions en début d'année avec le choix de CentOS et de changer de manière de gérer leur vie. Nous, on l'a pris comme étant une évolution et comme étant une capacité à mettre à disposition et gérer mieux notre manière de gérer nos cycles de vie et fournir les services qu'on voulait. Ce qui nous intéresse surtout dans CentOS, c'est l'écosystème autour. C'est toute la partie virtualisation, tous les produits qui se basent uniquement sur CentOS, et c'est là-dessus qu'on a fait notre choix et là-dessus qu'on a orienté notre infrastructure. On a aussi basé sur Fedora CoreOS, car vous allez voir plus tard, on a une des solutions qui est fortement liée à Fedora CoreOS, et donc elle est venue par manière logique directement avec le reste. Donc comme vous avez vu, on utilise du CentOS Stream, ça veut dire que en gros, on a dû devenir notre propre gestionnaire de version. Donc on a dû mettre en place toute la partie gestion des cycles de vie de nos paquets, gestion des cycles de vie de nos versions, avec du Katello, ce qui nous a permis de maintenir l'historique, d'être capable d'avoir nos différents environnements et de pouvoir les gérer, tester et les redéployer plusieurs fois pour valider nos choix. Et ensuite, on a toute la suite logique qui est du Git et pour la partie conteneur qu'on héberge chez nous, l'Arbor, qui a une solution intégrée qui s'appelle Claire, qui nous permet de faire du scan et de l'analyse d'images. Donc, le choix de CentOS Stream nous a impacté sur la partie Katello qu'on faisait déjà, mais nous a renforcé sur ce choix. Donc, c'est très bien, on a un OS. Maintenant, il faut pouvoir faire vivre au-dessus. Comme je le disais, ce qui nous intéressait dans CentOS, c'est surtout l'écosystème qui est autour. Typiquement, chez nous, on utilise de l'OVirt comme solution de virtualisation, car on veut s'abstraire complètement de la partie bare metal. Et cette solution de virtualisation nous permet de gérer nos VM de manière le plus simple possible et gérer toute la partie réseau, migration, etc. Comme si c'était une seule et unique machine à gérer. Pour la partie OKD, on a fait le choix de partir sur OKD plutôt que du Kubernetes natif, justement pour cette simplicité de gestion qui était déjà dans OKD, dans la version communautaire, et ainsi du fait qu'on avait déjà fait le choix de CentOS, le choix de Fedora CoreOS,
ça a été aussi une évidence au moment de faire cette prise de décision. Et comme notre objectif, comme on l'a dit, c'est d'orienter service, on a fait le choix d'héberger toutes ces solutions qu'on va proposer à nos clients sur de l'OpenStack en dessous, pour s'abstraire au complet de la partie réseau, segmentation du stockage, et toute la partie IaaS qu'on va mettre à disposition pour héberger nos solutions au-dessus qui sont en mode pass au sein d'OKD. Tous ces choix, ça a signifié de pouvoir dire OK, on a plein d'abstractions côté infrastructure, on a plein d'abstractions côté réseau. Ce qui nous manquait, c'était la partie abstraction côté stockage. Il nous fallait une solution de stockage qui soit, open source, parce qu'on ne fait que ça, et qui nous permette de fournir plusieurs types de solutions de gestion de fichiers et plusieurs types de stockage différents. Donc on est parti sur du Ceph. Sur la partie scalabilité. En fait, Ceph, il y a déjà des usages à plusieurs centaines de petaoctets de données. Et en plus, il y a la possibilité de fournir du bloc, du file system et de l'objet directement. Et soit directement en mode RBD via le bloc, soit de manière plus traditionnelle en ISASI ou en NFS. Donc, une fois qu'on a toutes ces solutions qui sont faites pour être orchestrées, qui sont faites pour être scalables, qui sont faites pour pouvoir héberger nos services, en fait, on a surtout une nouvelle problématique, c'est de se dire, OK, tout ça, c'est bien beau, mais il faut pouvoir l'orchestrer, le gérer, et ça, la manière la plus fluide possible, sans que la moindre opération de maintenance nous prenne des heures et un niveau de compétence extrêmement élevé. Donc forcément, on est parti, comme la majorité des gens, sur de l'Ansible et sur de la gestion via Playbook de notre infrastructure. Et on a utilisé AWX comme étant la solution d'orchestration et d'ordonnanceur des tâches, que ce soit les tâches récurrentes ou que ce soit les tâches de déploiement. Donc ça nous a permis de simplifier toute notre gestion d'infrastructure. Et puis ça nous a permis de permettre à des gens qui n'ont pas forcément la compétence chez nous de pouvoir avoir une valeur ajoutée sur un service. En gros, c'est pas parce que tu n'es pas expert dans la solution que tu n'es pas capable de la déployer et de la mettre à disposition pour nos clients. Donc, pareil, maintenant on a de l'orchestration, on a du service, on a de l'infrastructure, etc. Il y avait une autre nouvelle problématique, c'est que c'est bien beau, mais toutes ces solutions, il faut pouvoir les surveiller, il faut pouvoir réagir en cas de panne. Et donc, c'est pour ça qu'on se base sur le classique Grafana Prometheus pour la remontée de nos métriques. Et que ce soit de toutes les solutions, que ce soit OpenStack, OpenShift et OVIRT, nous utilisons la même stack de remontée de métriques. Et pareil pour la stack de log, on est parti sur le trio, on est parti sur un EFK, donc Elasticsearch, FluentD et Kibana sur cette mise à disposition de nos logs. La problématique majeure de ça, c'est que on a des infrastructures clientes qui sont séparées, on a nos infrastructures à nous qui doivent être mises à disposition, et Wopla, dans sa vision long terme, doit pouvoir fournir des stacks de logs et de métriques spécialisés pour chacun des clients. En gros, pour l'instant, on propose du service qu'on héberge et qu'on manage. L'objectif, c'est de pouvoir ouvrir notre cloud à nos clients pour pouvoir héberger de nouveaux services et qu'ils soient autonomes sur leur vue de métriques et sur leur vue de log. C'est pareil, encore plein de solutions et plein de nouvelles technos, mais on a une autre problématique, c'est qu'il va falloir pouvoir s'authentifier et se connecter à toutes nos solutions. Alors on est parti sur un duo pour cette partie-là, sur la partie basse du FreeIPA pour la partie annuaire et gestion des accès de nos services. Et aussi, on a utilisé une des fonctionnalités de FreeIPA qui est la gestion dynamique des certificats pour pouvoir ajouter une couche de sécurité supplémentaire dans la partie OpenStack. En gros, dans OpenStack en natif, les services passent en clair. Et coupler OpenStack à FreeIPA permet de faire ce qu'on appelle du TLS Everywhere, donc permettre de créer des certificats à la volée pour chacun des services et gérer les cycles de vie des certificats. Et pour la partie authentification sur toute la partie UI, on passe par un soft qui s'appelle Lemonade NG, qui nous permet de fournir le service OpenID Connect et SAML pour pouvoir s'authentifier aux différentes solutions.
Donc, du SAML pour la partie OpenStack et de l'OpenID Connect pour la partie OpenShift. Bon, vous allez me dire, c'est super, vous avez une infra, etc. Vous gérez comment le reste? Et ben, en fait, le reste, souvent, c'est les backups. On sait que les solutions de backup n'existent que si on a vérifié que la restauration fonctionne. Et on est parti sur une solution qui s'appelle Borg. Borg, c'est pas quelque chose de très très connu, mais Borg, ça permet de faire des backups avec de la déduplication, sans avoir de systèmes très complexes, des systèmes hébergés sur des SAN. Et ça permet d'avoir toute une gestion de gérer par mot de passe les volumes qui ont été créés. Et ça permet également de gérer la rétention de manière automatique et dynamique. Donc Borg, c'est notre outil. Il faut se dire que Borg est tellement efficace sur la dédupe que le volume global de 3 mois de backup est plus petit que notre volume de données courantes. Donc, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et en plus, on arrive à avoir des temps de sauvegarde qui sont dans l'acceptable dans les 6 heures, tandis que d'autres solutions nous proposaient jusqu'à 75 heures de sauvegarde active. Ce qui est quand même cool, vachement mieux. Donc en résumé, notre infra, c'est un florilège de solutions open source qui tout découle de CentOS et de CentOS Stream et qui nous permet d'avoir une solution cohérente, une solution facile à maintenir. Et en plus, on se base sur des installeurs qui nous facilitent la maintenance, la mise à jour et qui nous simplifient la scalabilité également. En gros, il faut s'imaginer que notre infrastructure, du jour au lendemain, elle a accueilli un très gros client et on a fait un x5 de notre infrastructure de stockage. Donc on est passé de quelques terras à plus de quelques centaines de terras en quelques heures grâce à Ceph et grâce à la scalabilité de nos hosts. Donc en vue simplifiée, notre infrastructure, ça fait ça. Alors, il faut se dire que c'est la vue simplifiée. Sachant que c'est une seule vue d'un seul site, on a actuellement 3 sites et nos services sont répartis sur ces 3 sites avec des sauvegardes qui sont réparties sur ces 3 sites de manière croisée pour éviter toute surprise ou d'un data center qui prend feu. Ça n'arrive jamais. Donc, on est parti sur la virtualisation du maximum de briques. Donc même la partie contrôleur d'OpenStack sont virtualisés pour nous simplifier la partie de backup et de sauvegarde. Et on a utilisé la partie d'OpenShift pour toute la partie STF. Donc là, c'est le Service Telemetry Framework qui nous permet de récupérer nos logs et nos métriques embarqués dans un OpenShift au sein de notre Virt. Voilà. Il faut se dire que notre infrastructure, elle est volumineuse, elle est faite pour être du cloud, etc. Sauf que, on l'a dit tout à l'heure, elle est orientée service et elle est aussi orientée pour l'intimité de nos clients. En gros, chacun de nos clients a le droit d'avoir son espace, d'avoir sa bulle et de ne pas être embêté ou de ne pas connaître la bulle de l'autre. Donc, l'idée, c'est pourquoi on est parti sur autant de techno, c'est pour pouvoir faire le système de l'oignon. En gros, nos clients ont chacun leur tenant avec leurs ressources qui leur sont dédiées. Ils ont chacun leur bande passante, leur stockage qui leur sont qu'à eux et qui ne sont accessibles qu'à eux. Et avec une micro-segmentation depuis leur conteneur jusqu'à ce qui sort de notre infrastructure. On a tout fait pour que la sécurité et qu'aucun trafic ne se croise entre nos différents clients. Ça nous a aussi permis de faire quelque chose de très simple. Ça nous a aussi permis de rationaliser notre infrastructure. Si on était parti sur le fait de se dire ok, on va faire des VM pour chacun de nos clients, pour chacun des services qu'on héberge, ok, pas de problème, ça on sait faire, ça c'est encore plus facile, on avait juste à prendre un Ovirt ou un OpenStack et on irait beaucoup plus vite. Mais en fait, on s'est rendu compte d'une chose très simple, c'est qu'en partant sur du conteneur et sur de l'orchestration de conteneurs, on réduisait copieusement notre empreinte, on réduisait copieusement la taille minimum pour une VM, pour un client et pour un service, et on a réduit de 10 fois ce qu'on spéculait avoir comme infrastructure au départ. On évite d'utiliser un noyau, on évite d'utiliser ces couches-là en supplémentaire, et on arrive à une gestion de la ressource qui est au millième de CPU, au millième de mémoire, et ce qui nous fait gagner en taille, même si chacun des clients a sa ressource et
et sa donnée, on reste dans quelque chose de très petit au final et de très cohérent au niveau usage. On a aussi décidé de chacun de nos clients a son IP, etc. C'est-à-dire que si un de nos clients on héberge du service mail, donc typiquement s'il y en a un qui spam, il n'impactera que lui-même et il ne blacklistera pas de l'intégralité de nos clients. Voilà. Donc pourquoi on a, ce que je disais, pourquoi on a autant fragmenté? En gros, c'était pour densifier au maximum notre infrastructure. Pour avoir la gestion la plus fine, on a des clients avec différents niveaux de sécurité et de besoin de sécurité. Mais on avait la problématique de pouvoir leur dire, voilà, on peut vous prouver que personne ne peut accéder à votre donnée. Et on a la possibilité de vous dire, mais votre trafic, il est de manière efficace jusque-là. Il y a aussi le fait de, comme Clément va vous le présenter, on héberge des services pour nos clients. Et nos clients, ils n'ont pas tous le même rythme. Donc ça nous permet d'avoir des rythmes différents, des mises à jour différentes, des options différentes pour chacun de nos clients et de manière sans que nous soyons impactés ou sans que d'autres clients soient impactés. Voilà. Là, l'idée, c'est... il y avait aussi la problématique en majorité de se dire, avec l'arrivée de CentOS Stream ou avec l'arrivée d'autres solutions, où on entendait énormément de gens dire... les solutions communautaires, ça ne marche pas. Les seules solutions qui fonctionnent, c'est celles où c'est marqué Enterprise dessus. Et avec le nombre de composants qu'on a et la complexité de notre infra, on peut montrer que en fait, ça se maintient très bien. Et en plus, ça se maintient facilement très bien et ça s'automatise très très bien. Voilà. Donc, pour la suite, je vais vous laisser avec Clément qui va vous montrer la solution de gestion d'identité que nous hébergeons. Merci Thibaut. Donc effectivement, moi je m'appelle Clément Oudot et donc je suis responsable chez Vortex de tout ce qui est gestion d'identité. Donc c'est un sujet passionnant qui me passionne et je vais essayer de vous passionner sur le sujet de la gestion des identités et des accès. Juste avant ça, pour faire la passerelle quand même entre ce que vient de dire Thibaut et puis ce que je vais présenter, on n'a pas tout de suite en fait utilisé le cloud pour de la gestion d'identité. Je vais vous expliquer comment on a cheminé en fait et pourquoi on est venu d'un éditeur, on va dire, traditionnel de gestion d'identité, qu'on appelle on-premise, donc en gros dans le SI de nos clients, à une solution d'identité as a service. Donc ça, il y a eu un petit déclic psychologique chez nous avant d'arriver à faire ça. La première solution en fait, qu'on a mise dans un cloud, elle s'appelle WSuite chez nous, donc Suite S-W-E-E-T, mais Suite comme Google Suite, ou ces autres choses-là. Donc c'était une solution basée uniquement à base de resell live sur Bluemind, Nextcloud, Rocketchat, etc. Avec un portail d'authentification. Donc on a quand même cette valeur ajoutée dont on va reparler ici pour l'authentification, mais qui nous permettait d'unifier l'authentification de toutes nos briques avec les manuels d'APNG. Et donc cette solution-là, c'est un équivalent à Office 365, puisqu'on a, comme vous l'avez vu, on est partenaire avec Collabora Online, qui nous permettent d'avoir de l'édition partagée. Et puis Google Workplace, etc. Donc l'idée, c'était d'avoir une alternative à ça. Au tout début, cette solution-là, on l'a déployée dans le SI de nos clients, et puis on a des clients qui sont venus nous dire, oui, nous, on aime bien ce modèle un petit peu d'abonnement, où on n'installe pas cette infra chez nous, parce qu'il y a quand même des briques techniques pas forcément simples à maintenir. C'est des services sensibles, il y a de la messagerie, on ne veut pas que ça tombe en panne, on ne veut pas s'occuper de faire les mises à jour, on veut être sûr que s'il y a une faille de sécurité, elle soit traitée rapidement. Donc on nous a dit, faites-le, faites-le. Et donc, comme a dit Thibaut, la réflexion technique, elle était de dire, ok, on a d'une part de l'expertise dans l'infrastructure à la virtualisation et également de l'infrastructure dans la conteneurisation. Et donc, on a assemblé tout ça et c'est devenu un service d'abonnement conteneurisé avec toute la partie dont a parlé Thibaut, qui est l'isolation en fait, de nos clients. Donc aujourd'hui, on a plusieurs clients différents qui utilisent notre suite collaborative et qui sont isolés les uns par rapport aux autres, évidemment, puisqu'on stocke dans ce type de logiciel quand même de la donnée qui peut être sensible. Donc ça, c'est la première étape. Et WSuite, ça fait, si je ne dis pas de bêtises, 3 ans que c'est en production en SaaS chez nous. Voilà. La société a à peu près 5 ans. Voilà. Elle aura 5 ans exactement le mois prochain, si on veut être, parce qu'on est des gens précis en informatique. Donc voilà.
Donc on est arrivé en fait assez vite, en tout cas pour la partie travail collaboratif, sur le fait de proposer ça en abonnement, et surtout qu'en fait il y avait déjà, comme je les ai cités, des très grands noms en fait de l'informatique qui faisaient ça. L'identité. Donc là, moi, je suis responsable de l'identité. Quand je suis arrivé chez Vortex, première chose que j'ai dit à Thibaut, c'est toi, tu fais du cloud, et puis moi, je fais de l'identité, et puis moins on se parle, et puis mieux on se porte. Voilà. Et puis en fait, c'est comme dans toute histoire d'amour au début d'un film, vous savez, les gens au début, ils s'aiment pas, et puis à la fin, en fait, bon, on n'en est pas encore là avec Thibaut. Mais en fait, oui, évidemment, ça avance, hein, tout ça. Et donc la gestion des identités et des accès, en tout cas, je vais vous réintroduire pour peut-être le peu d'entre vous qui ne savent pas trop de quoi ça parle. C'est quelque chose qui, avant tout, était plutôt on-premise, donc dans les systèmes d'information, puisqu'on gère quand même de l'authentification d'annuaires, on gère du contrôle d'accès à des applications, etc., qui, jusqu'à maintenant, étaient majoritairement en fait, dans le système d'information. Et puis là, on commence à se trouver avec des situations hybrides où on a de l'application qui est à la fois en interne et à la fois cloud. Et puis, on a certains clients, et ça, c'est une nouveauté aussi pour moi, qui, en fait, ont pris un parti d'avoir tout en cloud et non que des applications SaaS. Et quand on a un client qui n'a que des applications SaaS, c'est qu'on lui dit, il faut venir installer un annuaire chez vous, il va nous dire, non. Et donc, OK, première fois qu'il m'a dit non, j'ai dit, au revoir. Puis la deuxième fois, je dis, non, peut-être qu'on va faire quelque chose. Voilà. Alors, la gestion des identités, pour résumer, en fait, assez rapidement, c'est la gestion du cycle de vie d'un compte. C'est assez bête à dire, mais aujourd'hui, dans n'importe quelle application, on a le besoin d'avoir un compte pour notre utilisateur. Souvent, on l'associe à des permissions, des groupes, des rôles, etc. Donc, tout ça sont des notions assez semblables qui rentrent dans la notion de cycle de vie de l'identité. L'intérêt d'un système de vie de l'identité, c'est qu'au lieu de gérer un compte, donc une identité dans chacune des applications que vous allez avoir, c'est d'avoir un référentiel externe à ces applications-là, qui va, dans 99% du temps, être un annuaire, soit Active Directory dans le monde Microsoft, soit OpenLDAP ou FreeIPA ou d'autres choses dans le monde libre. Et donc cet annuaire va permettre de gérer votre compte, et vos applications, elles ne vont plus gérer elles-mêmes l'identité. Et donc le fait que la personne soit active au sein de votre organisation ou pas active au sein de votre organisation, c'est plus son problème. Et c'est évidemment la bonne chose à faire, parce que si jamais, quand quelqu'un part de chez vous, vous devez aller dans chaque application, désactiver son compte, etc., en sachant qu'on va vous dire, ah oui, mais bon, ok, il ne peut plus accéder à la compta, mais il faut qu'il accède à son adresse mail encore pendant 2 mois, et ouais, j'aimerais bien pouvoir quand même lui partager un fichier, et puis etc. Et puis il avait stocké ses photos de vacances sur un répertoire, il faudrait quand même qu'il puisse... Bon, bref. Donc tout ça, c'est très compliqué, et si vous le faites manuellement, vous êtes sûr d'oublier des choses. Donc la gestion de ça, c'est de dire, j'ai une personne qui intègre mon organisation, qui va pouvoir éditer ces informations, qui va changer en fait de poste au sein de sa vie dans mon organisation, donc perdre des droits et gagner des droits, et puis qui va à la fin, on ne le souhaite pas, mais il y en a quand même beaucoup qui, dans leur vie, en fait, vont quitter l'organisation, vont aller ailleurs, ou alors ils sont restés toute leur vie en fait, dans votre organisation, et puis ils partiront en retraite. Mais bon, même quand ils sont en retraite, il faut quand même enlever un certain nombre d'accès. Il y a des gens qui ont eu des problèmes, hein. Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Jérôme Kerviel. Bon, il a un peu fait l'actualité il y a quelques années, mais en fait, ce qui s'est passé avec Jérôme Kerviel, c'est qu'il est passé d'un système, d'un poste où il gérait en fait le back-end des finances au front-end des finances. Donc, il a changé de métier, sauf qu'il avait gardé les droits en fait de valider des transactions qu'il lui pouvait même lui créer lorsqu'il était en fait dans le nouveau poste. Et donc, comme on ne lui a pas retiré les droits d'avant, au final, il a pu passer des transactions et les valider lui-même. Et donc ça, bon, c'est un pur problème de gestion d'habilitation et de gestion d'identité. Donc là, on voit que peut-être que ça peut vous paraître banal, mais ça peut avoir des impacts à plusieurs milliards d'euros. Voilà, faut le savoir. Donc ça, c'est la partie gestion d'identité. Et à côté de ça, on a la partie authentification, donc on appelle le SSO, Single Sign-On. C'est le mécanisme qui permet pour une application d'obtenir des tickets qui vont éviter à l'utilisateur d'avoir à rentrer son login et son mot de passe sur chaque application. Donc la première étape, elle est de dire, ok, toutes mes applications, elles ne vont pas faire confiance à leur base d'utilisateurs, mais elles vont déléguer leur authentification et elles vont avoir une identité qui est dans une base centrale, c'est la première chose. Mais si vous ne faites pas de SSO, votre utilisateur devra taper son login et son mot de passe sur chaque application. Même si c'est le même, c'est quand même pénible. Donc le SSO va permettre d'unifier ça
Et donc là, c'est pour l'utilisateur un accès plus souple à toutes ces applications. Et pour l'administrateur, ça lui permet également de gérer de manière centralisée l'habilitation, le droit d'accès. C'est-à-dire que comme on passe par un service central de l'identité, on va pouvoir décider si oui ou non je délivre un ticket pour cet utilisateur, pour cette application. Et évidemment, derrière, on va pouvoir renforcer les mécanismes d'authentification. Vous avez certainement entendu parler de second facteur, multifacteur, etc. On va pouvoir dire, bah, tiens, cette application-là est sensible. Et donc, la personne qui se présente, elle est authentifiée en niveau 1, mais elle essaie d'accéder à une application sensible. Donc, je vais lui redemander une preuve d'authentification. Ou alors, il se connecte depuis un pays étranger. C'est suspect, etc. etc. Donc, derrière tout ça, il y a une intelligence qu'on appelle l'authentification adaptative ou l'authentification basée sur les risques, etc. On imagine bien que si vous aviez implémenté ce type de politique dans chaque application, on ne s'en sortirait pas et vous auriez toujours une application qui passe à travers qui n'aurait pas implémenté ça. Donc l'intérêt d'avoir ce service central, c'est aussi que votre politique de sécurité va pouvoir être renforcée en un point unique et comme toutes vos applications vont lui faire confiance, vous allez augmenter de facto votre niveau de sécurité global. Donc voilà, c'est ça qu'on fait dans la gestion de l'identité. Donc là, on ne parle pas encore de cloud. Bon, alors le problème aussi, c'est que ça, c'est très bien, mais qu'est-ce qui existe en open source? Parce que des produits de gestion d'identité de gros éditeurs très très chers, ça, il y en a. Si vous avez beaucoup d'argent, vous achetez pas un bateau, une Ferrari, achetez-vous un produit de gestion d'identité. Ça coûte très cher, c'est très beau, et ça coûte. C'est une politique tarifaire en fait qui en plus qui est fonction du nombre d'utilisateurs que vous avez. Donc si c'est juste pour votre famille, bah, peut-être que ça ne vous coûtera pas trop cher. Si vous êtes un ministère ou une organisation à plusieurs dizaines de milliers de personnes ou centaines de milliers de personnes, là vous allez avoir des très gros coûts en fait par rapport à ça. Donc moi quand je regarde le marché IAM, vous connaissez certainement un peu Gartner, c'est un marché, si on regarde les noms en fait qu'il y a là-dedans, il n'y a pas beaucoup d'open source. Il n'y a même pas beaucoup de Français ou d'Européens. C'est un marché qui est aujourd'hui majoritairement dominé par des gros produits américains. Alors, le mérite de ces produits-là, c'est qu'ils sont très complets, très puissants. Ils vont faire beaucoup de choses. Nous, on se rend compte, en tout cas pour les clients et les besoins qu'on adresse, que le périmètre complet en fait, de ces produits-là est beaucoup trop vaste pour les besoins de nos clients. Le problème aussi, c'est que, bah, comme je l'ai dit, le modèle de coût, il est par utilisateur. Donc, quand vous prenez une solution comme ça pour 1000 utilisateurs et puis que vous commencez à grossir, bah, tout de suite, vous avez des coûts qui sont prohibitifs. Alors, dans l'open source, il y a quand même des choses. On ne m'a pas attendu, en fait, pour faire de l'open source en IAM. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Il y en avait avant moi, il y en aura après moi, certainement. Le constat qu'on a fait quand même, c'est que ces briques-là, elles n'étaient pas forcément, en fait, aujourd'hui intégrées. Donc, il y a beaucoup de briques qui existent. Et l'avantage de l'open source, c'est qu'on a des produits qui ne font pas en fait n'importe quoi, qui ne font pas de A à Z, mais qui vont se concentrer sur un métier, une fonctionnalité particulière. Donc on va avoir l'annuaire, on va avoir la gestion des accès, on va avoir la synchronisation de l'identité, on va avoir la gestion de l'identité, etc. Et donc nous, on a fait le pari de dire, OK, on va prendre les logiciels qui nous paraissent les plus mûrs, et sur lesquels on avait, nous, on était déjà contributeurs, etc., et on va proposer une intégration de ces produits-là. Et donc, on a créé une initiative qui s'appelle Fusion IAM. Bon, le nom est extrêmement original puisqu'on a fusionné des produits d'IAM. C'est extrêmement bien trouvé. Comme j'aime bien les dragons, j'ai mis un petit logo de dragon. Voilà. Alors, Thibaut n'est pas trop d'accord avec les dragons, mais bon, moi, j'aime bien. Et donc, on a repris, alors peut-être qu'il y a des produits que vous connaissez. Le plus connu est OpenLDAP. Alors, on n'est pas éditeur d'OpenLDAP, c'est une brique communautaire très répandue. Par contre, nous, on est Vortex, éditeur de LSC, LDAP Toolbox et Lemon LDAP NG. Et puis, il y a Fusion Directory, qui est un partenaire qui édite cette solution, qui est également sur le salon si vous souhaitez le rencontrer. On a mis tout ça et on a fait comme les grands éditeurs américains. On a dit, bah voilà, on a une suite logicielle unique qui a plusieurs composants. Et donc, chaque logiciel libre, en fait, représente ses composants. Et donc, si vous avez déjà lu en fait une plaquette commerciale d'un éditeur d'IAM américain, vous allez retrouver un Access Manager, un Directory Server, un Directory Manager, etc. Donc on a repris à peu près ces termes-là et on y a mis les composants open source qui nous semblaient en fait pertinents. Alors rapidement, le Directory Server, c'est l'annuaire LDAP. Là, l'intérêt d'OpenLDAP, c'est que c'est du standard, vraiment standard LDAP v3. Une partie des développeurs d'origine en fait, d'OpenLDAP sont aussi ceux qui ont écrit les RFC. Donc en fait, tout ce monde-là est assez calé en fait, là-dedans.
C'est également un des plus robustes et en termes de performance. David fera, mon collègue David qui est là, fera aussi des mini-conférences sur le stand Vortex pour expliquer ce que fait OpenLDAP. En termes de performance, c'est un très bon annuaire. Un des intérêts, c'est sa gestion de la politique des mots de passe. Donc pour nous qui sommes un service d'authentification, c'est extrêmement important que la couche la plus basse porte aussi la sécurité du mot de passe. Donc le mot de passe n'est stocké qu'à un seul endroit, il est protégé, chiffré, et il y a des mécanismes directement en fait au niveau de cette base d'expiration, de blocage, etc. Et on a fait, alors on a pris cet annuaire-là, et puis on a imaginé une structure d'annuaire dédiée. Donc là, la structure que je vous montre, c'est comme ça qu'on a construit notre modèle de Identity as a Service, sur lequel je reviendrai. On a une branche, donc là qui est Acme, qui est la branche de notre client, de l'organisation qui va être client de notre service, et puis la branche d'administration qui va être les objets de l'annuaire qui vont nous servir, nous, pour déployer le service. Et donc on a une séparation déjà, en fait, au niveau des données de l'annuaire. On a cette notion d'isolation qu'on va retrouver directement dans la couche basse d'annuaire. Je reviendrai dessus pour la partie service. Le Directory Manager, donc c'est l'application Fusion Directory, c'est une interface web en PHP qui permet d'accéder à ces objets. L'intérêt de cette interface-là, c'est qu'elle gère aussi le cloisonnement des droits. Donc en fonction des droits que vous avez, vous allez automatiquement pouvoir avoir une visibilité plus ou moins restreinte sur les données. Et donc notre client qui va se connecter à l'interface ne verra que les données qui le concernent. Donc toutes les données d'administration qui nous concernent, nous, hébergeurs, sont invisibles pour le client. Il a l'impression d'être sur un annuaire où il n'y a que ces données, ce qui n'est pas vrai, puisque nous, on a des données à côté, mais qui sont invisibles. Le gros intérêt en fait, de ce produit, c'est également les web services. Donc on a une API REST greffée dessus qui permet à notre client d'aller dialoguer via des API directement avec son annuaire. Donc il n'a plus son annuaire chez lui quand il sera en as a service, mais il pourra en fait aller via des web services, gérer ses utilisateurs, etc. Connecteur de synchronisation, bah, ça c'est qui va permettre, si on le souhaite, d'aller directement alimenter l'annuaire de la solution avec un annuaire existant, une base de données, des services, etc. Je ne reviens pas dessus, il y a pas mal de connecteurs. L'Access Manager, c'est les manuels d'app, donc c'est le Web SSO, c'est le portail en fait, c'est un peu la partie visible pour vos utilisateurs finaux. Donc là-dessus, ils vont se connecter, ils vont avoir des boutons et ils n'auront que les briques, que les tuiles correspondantes aux applications sur lesquelles ils ont les droits. Donc si vous n'avez pas les droits d'accéder à une application, vous ne verrez pas l'application dans votre portail. C'est le portail qu'on a utilisé pour WSuite, pour notre suite collaborative, et donc c'est également le portail qui est au centre de notre solution de gestion d'identité. Et à côté de ça, deux petits produits, un qu'on a appelé White Page. Alors comme vous êtes bilingue, vous avez compris que ça veut dire page blanche, je ne vous apprends rien. L'idée c'est d'avoir un annuaire. C'est souvent en fait une fonction qu'on retrouve dans des intranets qui permettent d'avoir accès aux photos, numéros de téléphone, etc. Donc là on va pouvoir contrôler quels sont les attributs qui sont dans l'annuaire qui vont être publiés via cette interface. Et ça permet à tous les membres de l'organisation de pouvoir naviguer dans l'annuaire. Voilà. Bon, bah là je m'étais amusé à faire un annuaire LDAP avec des gens de Star Wars. Ça marche, hein, on peut mettre des photos. Voilà, les photos sont aussi stockées dans l'annuaire, ce qui est important, puisque ça permet aussi d'avoir un avatar que vous allez pouvoir publier dans d'autres applications. Voilà. Ce n'est pas un fichier plat qui est stocké, c'est vraiment une donnée binaire qui peut être récupérée directement dans l'annuaire. Et donc dans le web service, REST, etc. Donc bref, il y a plein d'avantages à faire ça, synchronisation, etc. Le deuxième produit est pour un support de niveau 1, donc quand on a des clients qui a beaucoup d'utilisateurs, un utilisateur a bloqué son compte, a perdu son mot de passe, etc. Au lieu de faire appel à l'hébergeur, dont ce n'est pas le métier en fait d'aller débloquer des utilisateurs, il peut avoir un service de niveau 1 qui lui a accès à une interface restreinte qui permet juste de gérer le compte de l'utilisateur. Donc ça c'est assez pratique. On a par exemple une organisation qui a 8000 personnes, quand quelqu'un perd son mot de passe, heureusement qu'il n'y a pas 8000 personnes qui appellent chez nous, parce que nous on est moins de 15, hein, d'accord. Donc ce n'est pas notre job de faire le support niveau 1, mais ça permet à ces gens-là de voir est-ce que le compte est bloqué, est-ce qu'il est expiré, est-ce que je peux tester le mot de passe, est-ce que je peux le réinitialiser, etc., etc. Voilà, donc tout ça est fourni dans la suite Fusion IAM, et donc arrive le moment où effectivement nos clients nous disent c'est très bien tout ça, mais j'ai pas du tout envie d'installer chez moi. Et donc, avec tout ce qu'a présenté Thibaut, on a créé cette année une offre IDaaS. Donc IDaaS, c'est Identity as a Service. C'est comment on prend toutes ces briques et toutes ces fonctionnalités-là qu'on a vues, et qu'au lieu de les installer chez vous, eh ben, on en fait un service abonnement.
C'est-à-dire que notre client va payer tous les mois, en fonction du nombre de comptes, un abonnement au service et va pouvoir gérer, gérer son authentification comme ça. Alors, quand même, un peu d'avantages et inconvénients. Évidemment, les avantages, c'est ce qu'on a dit, c'est que pour le client, on touche à 0 serveur, 0 ligne de code. C'est l'hébergeur en fait, qui s'occupe de la mise en place, qui s'occupe de faire la mise à jour des produits, qui s'occupe de faire en sorte que ça tourne 24/7. Voilà. Donc là, ça c'est notre job à nous de superviser tout ça. Le désavantage quand même, c'est que quand vous faites de l'identité, vous allez quand même confier vos comptes et vos mots de passe et un certain nombre d'informations un peu sensibles sur les personnes à une société qui n'est pas la vôtre. Donc, nous, on a dans nos contrats des clauses de réversibilité qui disent si vous souhaitez nous quitter dans 1 an, 2 ans, etc., on vous garantit qu'on vous renvoie en fait toutes les données de vos utilisateurs, tous vos groupes, les paramétrages OpenID Connect, etc. de vos applications pour que, si vous le souhaitez, redémarrer. Ça ne sera pas en un claquement de doigts, mais en tout cas, vous aurez toute la donnée. Donc ça, c'est extrêmement important, parce que imaginez, vous quittez votre opérateur et puis vous dites, débrouillez-vous, j'ai vos 10 000 mots de passe, et puis là, la transition, elle va être plus compliquée. Donc ça, c'est important quand même de voir ça avec votre hébergeur. Et puis, évidemment, comme c'est nous qui hébergeons les produits, on a fait un certain nombre de choix de fonctionnalités. C'est-à-dire qu'on a activé ou pas le second facteur, on a permis plus ou moins de paramétrage dans les outils pour qu'on puisse avoir un déploiement standard de ces produits-là. Si jamais vous l'installez chez vous, évidemment, vous êtes maître et vous pouvez activer toutes les fonctions que vous voulez en fait sur tous les outils. Donc il faut bien voir que passer sur un mode SaaS, ça veut dire que vous rentrez dans le moule, même si on a quand même la latitude pour faire ça. On va nous limiter un petit peu. Alors WIDAS, donc W pour Vortex, IDAS comme IDAS, c'est pareil, c'est extrêmement bien trouvé comme nom. Et c'est la première solution IDAS, parce qu'il n'y en a pas d'autres en fait aujourd'hui en France, open source, sur laquelle vous pouvez compter. Stocké en France, etc. Donc ça coche toutes les cases aujourd'hui de souveraineté, de sécurité, etc. Donc ça c'est notre job en fait, et puis c'est nos convictions en fait là-dessus. Et si on va avoir un schéma d'ensemble, en gros voilà, vous avez le truc un peu marketing, mais les self-service, toutes les API REST. Évidemment, vous allez pouvoir connecter toutes vos applications SaaS et même vos applications internes, si elles font de l'OpenID Connect ou du CML. Elles peuvent être dans votre système d'information, mais vous vous connectez via ces protocoles qui sont sécurisés, et donc vous pourrez en fait déléguer complètement la gestion de vos identités. Pour finir cette présentation, 2 exemples. Nos 2 premiers clients en fait, importants sur cette offre-là, donc le Centre scientifique et technique du bâtiment. Je ne sais pas si vous connaissez, ils font une offre qui s'appelle Croquis. Alors il y a plus de 100 000 comptes dans l'annuaire, donc c'est un volume important. Et donc eux, ils ont choisi de ne pas s'occuper en fait de cette partie-là, c'est pas leur métier. Ils ont des applications de modélisation, ce qu'on appelle le BIM, Building. Je ne sais plus, mais bon, management, le BIM, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, donc le BIM, c'est tout ce qui touche au bâtiment, en fait, dans l'informatique. Et donc, ils ont ces applis-là, eux, ils font des applications métiers, et ils délèguent, en fait, à un service qui est hébergé chez nous, l'authentification, et puis une belle photo de vache, parce que c'est l'ordre des vétérinaires aussi, qui nous a fait confiance, et là, il y a plus de 30 000 vétérinaires qui s'authentifient à leurs applications via ce service-là. Donc voilà un exemple. Le premier, c'est plutôt ce qu'on appelle du Customer Identity, c'est-à-dire que ce n'est pas les comptes internes de l'organisation, mais c'est les comptes des clients qui accèdent aux applications. Donc ça permet d'être une toute petite boîte et puis de dire tiens, je vais développer un service ou 2 ou 3, et puis je vais avoir une base d'identité client qui n'est pas gérée et qui est assurée en termes de pérennité, scalabilité, etc. par quelqu'un d'autre. Et là, l'ordre des vétérinaires, c'est plus du compte interne, donc c'est l'ordre des vétérinaires. Effectivement, ça permet de ne pas avoir à gérer ça et de pouvoir se connecter. Là, il y a le ministère de l'Agriculture qui est en fédération avec eux, etc., etc. Voilà, on arrive à la fin de la présentation. Je pense qu'on est pile poil dans les temps. Merci, en tout cas, de votre attention. Et je crois qu'on a quelques minutes pour des questions, si jamais vous avez des questions. Ah. Oui. Aujourd'hui, on a fait le choix de ne pas ouvrir le LDAPS à l'extérieur sur notre offre IDAS.
Ce qu'on peut faire, en fait, alors je ne dis pas que c'est définitif parce que j'aime bien avoir des opinions tranchées et puis en changer après, en fait. Hein. Mais aujourd'hui, en termes de sécurité, on a choisi d'exposer que de l'HTTPS avec des API REST. Donc là, on n'ouvrira pas pour des besoins particuliers parce qu'en fait, on est entre le PaaS et le SaaS. C'est-à-dire que on a aussi, comme a expliqué Thibaut, on est quand même dans un mode d'isolation et on peut, en fonction des plateformes, des clients, faire des choses particulières. Pour l'instant, on ne le fait pas. Ça peut se faire peut-être de manière à la demande. Et on peut également, via les API REST, synchroniser les données d'annuaire vers un annuaire qui serait chez vous. Et donc avoir un connecteur, puisque le connecteur LSC, que tu connais bien, a déjà un plugin compatible avec l'API REST de la solution. Donc tu pourrais rapatrier dans un annuaire qui servirait à tes applications locales pour faire ça. Donc il y a des solutions, mais voilà, aujourd'hui on n'expose pas le LDAP à l'extérieur. Oui. Alors, donc la question, c'est comment les vétérinaires qui utilisent la solution obtiennent un compte dessus. Là, en l'occurrence, c'est aussi une spécificité, c'est-à-dire qu'eux, ils ont une base métier qui est une base de données qui a des API en fait dessus, et donc on a un connecteur qui est hébergé dans notre SaaS qui vient faire de la synchro, en fait, qui vient interroger les API REST de leur base métier et qui vient créer automatiquement les comptes dans le système. Après, il est autonome, il peut changer son mot de passe. Et ils ont le service desk qui permet au support de niveau 1 de le débloquer, d'initialiser son mot de passe si besoin, etc. etc. Bonjour Clément. Alors, comment vous vous situez par rapport à Keycloak, la solution Red Hat, du coup? Alors, donc Lemonade LDAP-NG est un concurrent de Keycloak qui fait à peu près la même chose, hein, à 2-3 petits détails près. Nous, on a fait le choix de Lemonade LDAP parce qu'on est en fait core développeur du produit. Keycloak, on est intégrateur, donc comme on l'a présenté au tout début, on est partenaire de Red Hat et on est également intégrateur de Keycloak. Donc il y a certains de nos clients qui ont fait le choix de Keycloak et pour lesquels on intègre Keycloak, et qui a un certain nombre d'avantages en fait, et qui n'est pas du tout dans le même écosystème. C'est-à-dire que Keycloak, c'est du Java, écosystème Red Hat, etc. Et donc ça marche très bien pour ça. Et les LDAP, c'est plus écosystème Apache, c'est développé en Perl et c'est installé par des paquets système. Donc c'est deux approches un tout petit peu différentes. Keycloak n'a pas ce portail en fait d'application, en tout cas pas natif, qui est la force en fait de Lemonade LDAP. Keycloak a plus de fonctionnalités sur la partie autorisation, protection de web service, etc. Donc en fonction des besoins, on va pouvoir conseiller, on conseille en fait, on fait des études souvent pour nos clients pour conseiller l'un ou l'autre des produits. En tout cas, dans l'offre IDaaS dont là on avait besoin, c'était Lemonade LDAP qui était la brique qui répondait le mieux en fait aux besoins qu'on avait. Mais on pourrait imaginer avoir Keycloak. Il y a 2-3 petits trucs qu'on a là dans notre offre qui ne sont pas dans Keycloak, notamment ce fameux portail d'accès et qu'il faudrait redévelopper un petit peu avec Keycloak. Merci beaucoup à vous. Et voilà, n'hésitez pas à passer sur le stand de Vortex. Il y a plusieurs mini-conférences pendant la journée sur à la fois des sujets infra, des sujets identité, etc. Donc venez, vous serez bien reçus. Bonne journée.